Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nexstar Media Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter gratuite. Cette compagnie-ci, on l'a déjà eu à en mentionner il y a plusieurs mois ici. Donc, je vais aller très rapidement. Vous savez, quand on a déjà mentionné une compagnie une fois, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit précédemment. OK? Donc, on va très rapidement. Revenus, croissance des revenus ici, croissance par acquisition et de manière organique également. Donc, c'est un mix des deux à aller vérifier également ici. Donc, en grosse margin ici, on voit que le gross margin diminue. On sait qu'on doit aller poser la question dans les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'on a une diminution de la marge brute ici? Mais comme j'ai toujours dit, la marge brute, il faut toujours la comparer avec la marge EBITDA. Est-ce que c'est la même chose? Vous voyez que la marge EBITDA est plutôt stable. OK, oui, il y a des exacts, mais elle est plutôt stable. Je rappelle également que c'est une entreprise qui a tendance à gagner beaucoup d'argent en période électorale, OK, notamment avec la publicité, etc. OK, donc on peut s'attendre ici à une année assez correcte voilà, quand il y a des élections aux États-Unis ou bien quand il y a des événements sportifs comme les JO, la Coupe du Monde ou bien voilà, ce genre de choses-là. Bref. Ici, on a des marges EBITDA qui sont aux alentours ici de combien? Donc, on va normaliser les résultats ici, d'accord? Donc, c'est moins élevé que la moyenne, mais voilà, on voit que ce n'est pas la première fois qu'elle arrive à ce niveau-ci. Donc, l'essentiel ici, c'est de revenir à quelque chose qu'on a souvent l'habitude d'avoir sur disons, les 20 dernières années, on a à peu près 34%, les 10 dernières années, on a à peu près 35%. Donc, on pourrait se dire qu'en moyenne, on a du 35%. Je peux également remarquer que sur les 5 dernières années, on a à peu près 37% parfois. Quand je vais lire les rapports financiers, quel est l'objectif du management par rapport à ces marges-là? OK? En termes de dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a une entreprise ici qui a une dette nette aux alentours de 3,8 fois les EBITDA. On remarque ici que cette dette nette-là a tendance à diminuer. Parfait. Est-ce qu'elle diminue parce que la dette nette diminue ou bien parce que l'EBITDA augmente? Très important. Et on vérifie ici en termes de dette nette ici, on constate que la dette nette augmente. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions, ce qui n'est pas mauvais tant que les marges sont respectées, etc. Et tant que les acquisitions sont faites dans un domaine où on peut avoir ici, on peut bâtir ici un avantage concurrentiel. Donc, il faut déjà aller vérifier, questionner la politique d'allocation du capital à ce niveau-là. OK? Donc, ici, on voit qu'il y a de grosses acquisitions. Il me semble qu'elle en a encore fait dernièrement, ou bien elle prévoit encore en faire. Dans tous les cas de figure, le secteur des médias est en train de changer aux États-Unis. Donc, il faut déjà voir où est-ce qu'elle va se situer par rapport au changement de tout ce qui concerne le streaming. OK? On a une dette nette aux alentours de 6 milliards 840. Donc, on voit ici que la dette nette augmente. Donc, c'est-à-dire que si la dette nette le ratio dette nette sur EBITDA diminue, c'est juste parce que l'EBITDA augmente également, ce qui est une bonne chose. OK? Maintenant, une fois qu'on a cette information, si on va aller vérifier, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? On a un nombre d'actions qui diminue ici, donc c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. J'aime bien qu'une entreprise rachète ses actions ici, surtout quand le multiple ici de PER est moins élevé, d'accord? Donc, on a en dessous de 15 fois les bénéfices, 10 fois les bénéfices, il n'y a pas de souci de le faire. Si vous le faites à quelque chose, si vous le faites à des multiples de 20, 25 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'il y ait une croissance attendue énorme dans le futur, ok? Ici, qu'est-ce qu'on a? On voit ici qu'elle rachète ses actions, très très bien. Maintenant, une fois qu'on a vérifié ça, on va aller vérifier le net income et le free cash flow si les deux parlent le même langage. OK? Net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Voilà, on colle ça sur le même graphique, même si c'est à peu près la même couleur ici. On remarque que free cash flow et net income ont tendance à aller dans le même sens. OK. Donc, en termes de PER ici, donc price to free cash flow, le marché paye généralement combien pour cette compagnie ici? Je rappelle que ça reste un rendement. Donc, ici, je préfère même encore prendre le price to earning ici, parce qu'on peut le mettre ici sur les 12 prochains mois. Donc, on peut le mettre next 12 months par anticipation. On voit ici, on prend la médiane. Qu'est-ce qu'on a? On prend ça sur les 20 dernières années. Le marché paye généralement 10 fois les bénéfices ici, en médiane, 10, 11 fois. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 11 fois les bénéfices. Ça, c'est pour les 12 prochains mois, d'accord? Quand on active les bénéfices de l'année suivante. Alors, quand on prend en considération les bénéfices nets ici des 12 mois actuels, donc des 12 derniers mois, on est à peu près à 12 fois les bénéfices. Donc, il se négocie généralement entre 10 et 15 fois les bénéfices par là. Ce qui veut dire déjà que le marché ici n'a pas trop confiance à cette entreprise ici. Et tout simplement, c'est assez normal parce qu'il y a beaucoup de changements ici. Donc, vous savez que le marché n'aime pas l'incertitude. Mais également, c'est dans l'incertitude qu'il peut souvent avoir de très bonnes opportunités, surtout quantitativement. Donc, on remarque ici qu'on a une entreprise qui exerce dans un secteur qui est en plein changement, ok, notamment au niveau de la consommation du média. Ça ne veut pas dire que ce business va forcément mourir, mais en période difficile, ces entités auront tendance à consolider. Ok, Nexstar Media ici, Media Group, qu'est-ce qu'on observe ici en date d'aujourd'hui? On constate qu'en termes de free cash flow, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? Alors, on va l'observer ici. Je vais prendre les bénéfices nets parce que le free cash flow peut être imprévisible ici, notamment si on a des dépenses en capital de croissance. Alors, je vais prendre ici en termes de bénéfices. On constate ici que sur les... On va voir ça ici. Sur les 5 dernières années,
les analystes se sont trompés une fois. OK? Donc, ce qui n'est pas mal. Intéressant. Donc, ça peut être un business assez prévisible. Donc, si on prend les bénéfices nets ici, on s'attend à 22 dollars ici d'ici 2025, mais on s'attend à des bénéfices nets moins élevés en 2023. Pourquoi? Par rapport à l'année précédente ici, pourquoi est-ce que c'est moins élevé? Il faut toujours aller vérifier. En termes de free cash flow, on a une légère diminution, mais les free cash flow seront plus élevés que, voilà, que les net income. Donc, on peut se dire que le 11 dollars qu'on attend ici, en réalité, c'est 24 dollars. Donc, on est plutôt sur la même moyenne ici. Et comme je l'ai dit ici, les free cash flow ont tendance à être plus élevés ici parce que comme elle fait beaucoup d'acquisitions, c'est-à-dire que la dépense en capital, la dépréciation amortissement ici, elle n'en a pas, elle ne consomme pas totalement ces dépréciations amortissement pour la dépense en capital. OK? So, si je dois l'évaluer ici, si je suis conservateur, j'utilise les bénéfices nets. D'accord? Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que pour ce business-ci, si c'est un business qui doit s'échanger aux alentours de, on a 10-15 fois les bénéfices, je prendrai à 15 fois les bénéfices. On a 342 dollars l'action ici. En termes de dette nette par action, qu'est-ce qu'on observe ici? Dette nette par action, 342 dollars l'action. Si on arrive à avoir les bénéfices nets attendus en 2025 ici, dette nette par action, on a à peu près combien ici en date d'aujourd'hui? Donc 342 moins 188. 342 moins 188, ça donne ici à peu près 154 dollars. Donc, idéalement, on se disait que c'est un business correctement évalué. Mais j'ai pris en considération la dette ici. Et comme vous l'avez vu, les free cash flow sont déjà plus élevés que la dette nette ici. Les free cash flow sont déjà plus élevés que les net income. Donc, si on prend les free cash flow, on s'attend à du 30 dollars et poussière. Donc, j'ai été assez conservateur ici. Si je le prends à 10 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices attendus en 2025, on sort aux alentours de 228 dollars l'action. Mais je veux qu'on réfléchisse en termes de rendement. Ici, si on arrive à avoir 22 dollars 86, d'accord, 22 dollars 86 d'ici 2025 par rapport au prix actuel, on a un rendement sur cours d'à peu près combien? 15%. Ça, c'est par rapport aux bénéfices nets. Et vous avez vu, les free cash flow sont plus élevés. OK? Donc, je suis encore assez conservateur ici. Mais tout ça dépend de la qualité du business model à long terme. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de changements dans cette industrie-ci. Il faut savoir où est-ce que se positionne Nexstar Energy. Parce que quantitativement, c'est très intéressant. En fait, est-ce que j'ai besoin de dire que le dividende est safe, etc.? Non. Le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. De toutes les façons, ici, aujourd'hui, ils peuvent vous reverser du 10%. Ils reversent 3,60% ici. Et ils rachètent également leurs actions. Donc, ça dit que votre retour aux actionnaires ici est plus élevé. Quand on prend en considération le dividende et quand on prend en considération ici le rachat d'actions. OK? So, c'est intéressant quantitativement. D'accord? Et comme je l'ai dit également, le niveau de dette nette, c'est pas qu'il est trop, la dette nette est trop élevée parce qu'on a à peu près, si on prend 188 millions ici, divisé à peu près par les 22, 23 dollars qu'on pourrait avoir ici, donc je vais l'arrondir à 23, on peut repayer ça en moins de 10 ans. OK? Comme je l'ai dit ici, j'ai pris les bénéfices nets et vous pouvez voir que les free cash flow, on s'attend à des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. En moyenne, ici, en termes de free cash flow, on sera aux alentours d'une trentaine de dollars. OK? Donc, si on refait le même calcul ici, on aura un chiffre totalement différent. Mais comme je l'ai dit, réfléchissez en termes de rendement. Si on s'attend à 30 dollars ici d'ici 2025 par rapport au prix actuel, ça représente à peu près un rendement sur coût de 20%. Donc, ça, on va se dire ici que le prix actuel est très intéressant. D'accord? Que ce soit du 15, que ce soit du 20%, ce qui est sûr déjà, c'est clairement au-dessus des standards qu'on recherche généralement. OK? Si vous avez une entreprise qui vous revient du 10% ici aujourd'hui, vous allez courir. Donc, en date d'aujourd'hui, sur Nexstar Energy, tout va maintenant dépendre des éléments qualitatifs. Des éléments qualitatifs. Et ça, vous ne pouvez pas le voir en regardant uniquement les chiffres. Donc, vous allez aller lire vos rapports financiers et poser les bonnes questions. OK? Donc, pour moi, Nexstar Energy, ici, on va se dire que ça reste toujours intéressant quantitativement. Donc, c'est-à-dire qu'on a des questions à aller poser quand on va lire les rapports financiers pour recoller les morceaux, histoire de voir si on a un bel avenir ici. Parce qu'on ne veut pas investir ici dans un value trap. On va investir sur une compagnie ici qui peut avoir qui peut nous garantir, bon, parce que garantie n'existe pas ici, alors, mais qui peut me donner ici énormément de gages par rapport à la stabilité au moins des bénéfices dans le futur. Donc, il faut que le business model ici ait du sens et qu'il y ait un tout petit peu d'avenir dessus. OK? Même si c'est un business mature, ça ne dérange pas du tout. OK? Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Le lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium, les deux liens sont dans la description de la vidéo. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, comme je l'ai dit, Nexstar Energy, si ça vous intéresse, lisez vos rapports financiers, s'il vous plaît. Parce que les éléments quantitatifs, c'est très très bien, mais les éléments qualitatifs sont déterminants pour soutenir le raisonnement final. OK? Et ce raisonnement quantitatif, ça peut être intéressant ici, mais si on lit les rapports financiers, l'avis pourrait changer. C'est pour ça que je vous encourage toujours à lire vos rapports financiers. N'achetez jamais une compagnie sans le faire. De toute façon, je le dis à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. OK? Bref, à bientôt. Merci. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.